Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous dans ce premier documentaire présenté par la plateforme humanitaire Bail les musulmans, où nous plongerons dans l'univers sénégalais et plus précisément dans les projets éducatifs. Nous allons tenter à travers ce court documentaire de vous donner les clés de compréhension pour mieux comprendre le monde humanitaire, pour mieux comprendre les spécificités de chaque projet, puisque le contexte sénégalais est différent du contexte malien, qui est différent du contexte syrien. Chaque pays a ses spécificités. On a tendance à penser que les projets éducatifs, c'est seulement apprendre à lire et à écrire à des enfants. C'est une erreur. Le projet éducatif a un enjeu civilisationnel, il a un enjeu sociétal que vous allez découvrir à travers ce documentaire. Si on prend la population active du Sénégal, il y a 57% de cette population-là qui n'a jamais fait l'école primaire. C'est énorme. Donc c'est des millions d'heures de main-d'œuvre sous-qualifiée qu'on a. La question de l'éducation de manière générale au Sénégal interpelle tout le monde parce qu'il y a des objectifs mondiaux que l'État du Sénégal partage avec d'autres pays dans le cadre de l'UNESCO, dans le cadre des ODD, et ils ont comme objectif de dire qu'à horizon 2030, il faudrait que l'école soit universelle pour tout le monde. L'éducation se dit en arabe at-tarbiyya. At-tarbiyya revient à un des noms d'Allah Azza wa Jal, qui est Ar-Rabb. Et d'ailleurs, dans Surat al-Fatiha, lorsque notre Seigneur nous informe que toute la louange, par essence et en remerciement lui reviennent, pour se présenter, il nous mentionne un premier nom qui est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rabb est l'éducateur. Notre Seigneur est à la fois, bien évidemment, le créateur, le possesseur, le pourvoyeur, celui qui nous donne la subsistance, et on en parlera par la suite, mais il est aussi l'éducateur de nos intelligences et l'éducateur de nos âmes. Et c'est justement cette notion-là d'éducation que nous devons retrouver qui porte ces deux dimensions. Alors nous avons au Sénégal différents systèmes éducatifs. Nous avons le système dit formel, c'est le système donc établi avec l'école laïque. Nous avons les systèmes non formels et les systèmes informels. Le système non formel, ce sont des systèmes à mi-chemin entre le système éducatif classique. Le système formel, c'est d'avoir donc une école où on a une habilitation, que ce soit un récépissé d'ouverture, que ce soit une autorisation d'ouverture ou un document officiel de l'État qui vous donne la possibilité d'ouvrir en tant que structure éducative. Donc ça, c'est le système formel. Le système informel, c'est un muallim qui vient, par exemple, quelqu'un qui a la niya d'apprendre la religion à des enfants et qui, de manière informelle, se met dans un coin et ouvre une madrasa sans avoir l'autorisation de l'État, mais qui a l'habilitation de parents qui lui font confiance et qui viennent en fait dans ces structures-là. Et en fait, dans le non formel, on va se retrouver avec quelqu'un qui quand même se rapproche des autorités de l'État, qui leur dit que j'ai une madrasa et je veux me formaliser. Donc il y a certains papiers qu'on lui demande, mais il n'a pas encore les capacités que l'école formelle a. Donc c'est à peu près dans ces typologies-là qu'on nage dans les structures éducatives qu'on a. Pour résumer, on a deux grands modèles d'éducation au niveau des écoles. Le premier modèle, c'est le modèle de ce qu'on appelle Ad-Dara. Ad-Dara, ce sont des internats dans lesquels les enfants vont et en environ 3 ans, ils vont apprendre le Coran et le Karim. L'autre schéma, qui est le schéma gouvernemental normal en fait, qui est celui de l'école. Voilà, l'enfant va à l'école et fait un petit peu de Coran, un petit peu ce qui ressemble à ce qu'on a en France. Eh bien, Amana propose un modèle qui va en fait les faire fusionner. À la fois, nous avons des enfants qui tous les jours vont mémoriser du Coran et le Karim et vont avoir des rappels sur l'islam et des enseignements réels sur ce qu'est l'islam, mais aussi créer une excellence dans la formation des intelligences à travers les matières profanes. Quand on prend les indicateurs au Sénégal, c'est beaucoup plus les indicateurs du système éducatif formel. Et la plupart de ces enfants, au moins la moitié, sont concernés par des enfants qui sont dans
le système non formel ou parfois informel, c'est-à-dire des enfants qui parfois sont dans des madrasas et qui ne sont pas scolarisés et pris en compte par les statistiques. D'où l'urgence pour l'État du Sénégal de vouloir scolariser tous les enfants, mais aussi en parallèle de voir comment on peut préserver la manière qu'ils ont d'apprendre le Coran aussi. La précarité scolaire, c'est l'état d'un enfant qui aurait dû être scolarisé entre le CI, qui est la première classe de l'école primaire, et le CM2. Donc tout enfant qui ne parvient pas à aller jusqu'au CM2, on dit qu'il est victime de précarité scolaire. Et ça représente en proportion à peu près 1 million d'enfants au Sénégal. Quand on parle d'éducation, c'est peut-être pas uniquement au niveau enseignement, mais c'est l'instruction. Ça va être également le lieu où on socialise l'enfant, mais c'est également pour le cadre de Amana et le cas des madrasas généralement, c'est le cas où on forme l'enfant à être un mukallaf. Donc, on va lui donner une tarbiya, une éducation qui vont faire de cet enfant-là un citoyen responsable, donc qui sait qu'il évolue en société, qu'il a des semblables, qu'il a des règles à respecter. Et donc, c'est ça qui est important dans l'éducation. Très souvent, en tant qu'occidental, lorsqu'on observe le schéma d'éducation, on retourne à une règle de base qui, je le pense sincèrement, marche très bien en Occident, qui est de faire la différence entre, d'une part, l'éducation et l'enseignement. L'éducation est le travail des familles, l'enseignement est le travail de l'école. Ici, dans le système des Dara, comme nous l'a expliqué notre frère Mor Touré, les Dara vont faire en fait finalement une fusion entre ces deux dimensions. Parce que dans la Dara, l'enfant y vit. Parce que c'est un internat. Parce que dans cette Dara, il va éduquer son âme, son intelligence et forger sa patience. Donc la Dara, dans la société sénégalaise, porte un rôle essentiel. Pas simplement celui de l'enseignement, comme le rôle que porte l'école en Occident, mais il a aussi un rôle d'éducation parce que lui, sa famille, ce sont ses frères et sœurs dans la Dara. Sa famille, ce sont ses professeurs qui sont avec lui tous les jours. L'enfant retourne chez lui, parfois, au bout de plusieurs mois. Donc la Dara garde en elle ces deux dimensions, l'éducation et l'enseignement. Lorsque nous avons des enfants et que nous leur enseignons des principes de l'islam, une vie de piété, incha'Allah ta'ala, nous espérons trouver dans l'école la continuité de cet enseignement. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de musulmans aiment, et une petite partie réussissent à le faire, mettre leurs enfants dans des écoles musulmanes, afin d'avoir cette continuité, afin que notre enfant ne développe pas une sorte de syndrome étrange de double vie. Et bien là, c'est un petit peu l'inverse. Le modèle de piété qui est enseigné dans les Dara, qui est extrêmement positif, doit continuer à se perpétuer dans les maisons. Il y a une frange de la population qui n'est pas traitée dans ces structures-là, et ceux-là, on les met dans le concept d'enfants de la rue, mais également d'enfants dans la rue. Il y a des nuances par rapport à cela. Par exemple, on a des structures aujourd'hui non formelles ou informelles qui font mendier des enfants une partie de la journée et qui retournent dans les madrasas. Tout le temps où ils sont dans la rue, on peut les considérer comme des enfants dans la rue. Donc ça n'est pas peut-être là-bas leur place, mais ils se retrouvent dans la rue à un moment de la journée, à mendier.
On a des enfants maintenant qui sont parfois des enfants de la rue, qui vivent dans la rue. Donc ils ne sont pas dans des structures. Ça peut être donc des enfants qui ont fugué, ça peut être des enfants dont on ne retrouve pas les parents. Et on a également beaucoup d'enfants qui viennent un peu de la sous-région, de la Gambie, de la Guinée, du Mali. Et à leurs heures perdues, ils mendient toute la journée ou parfois ils accompagnent leurs parents qui est aveugle, etc. Donc ça également, c'est une autre frange de la population et il y a une vraie difficulté à identifier les enfants de la rue et dans la rue. C'est pourquoi il y a beaucoup de structures en fait locales ou même sous-régionales ou internationales qui interviennent et qui appuient parfois des centres d'accueil qui font un travail de terrain pour essayer d'identifier ces types d'enfants, essayer de retrouver leur famille pour essayer de les replacer. Les talibés, donc on a donc des enfants qui sont dans des madrasas et qui, une partie de la journée, peuvent mendier. Donc une partie de la journée, ils mendient et une autre, ils retournent dans leur lieu d'apprentissage. Pourquoi? Parce que traditionnellement, on pouvait retrouver dans la société sénégalaise même des grands marabouts, des rois qui emmenaient le prince héritier dans des madrasas. Et cela, une partie de la journée, partait mendier. C'était pour des raisons de tarbiya, de développer l'humilité en eux. Aujourd'hui, force est de constater que dans les sociétés modernes et dans les zones urbaines, cette pratique devrait être revue, absolument. Human Rights Watch, qui a fait beaucoup d'études sur ces questions-là et chaque année, dans son rapport, il parle de ces sujets concernant les talibés. Dans leur rapport, ils disent par exemple qu'il y aurait au Sénégal à peu près 100 000 enfants talibés et que la moitié de ces enfants-là mendient. Le reste, ce sont d'autres enfants qui sont dans des structures où ils ne sortent pas mendier. Mais il y en a à peu près 50 000 au moins qui mendient. Il faut en fait faire la différence entre deux situations. Première situation qui est une situation qui met en évidence l'urgence dans laquelle ils sont, qui est que eh bien, la Dara n'a pas les moyens de subvenir aux besoins de ses enfants. Et donc c'est bon gré, mal gré que certains responsables vont envoyer ces enfants dans la rue pour faire la mendicité. Est-ce que c'est quelque chose de positif? Eh bien non, absolument pas. Est-ce que c'est une problématique et que la seule solution qu'ils ont trouvée d'eux-mêmes pour pouvoir y répondre? Eh bien oui, effectivement, c'est cela. Cela nous appelle à une responsabilité profonde de réflexion sur ces problématiques. Comme la nature a horreur du vide, on se retrouve aujourd'hui effectivement des personnes qui n'ont aucune habilitation pour ouvrir des madrasas et qui mettent des enfants là-bas pour les exploiter, ça existe. Ce sont des personnes sans aucun scrupule qui ont des daras et qui vont s'enrichir sur le dos de ces enfants. Et en s'enrichissant sur le dos de ces enfants, ils vont alimenter leur propre fortune. C'est beaucoup moins fréquent que la première des situations, mais c'est ce qui est le plus médiatisé. Et au final, on a l'impression parfois que qui dit dara au Sénégal dit enfant dans la rue. Mais ces enfants-là, on les considère comme des enfants dans la rue, pas des enfants de la rue, parce qu'on sait où ils sont, où ils apprennent le Coran, et parfois ils l'apprennent très très bien. Maintenant, on va essayer de se poser une question un peu plus large sur les conséquences de la mendicité sur toute une société. Et on pourrait aller plus loin sur le fait que cela pervertit une civilisation entière. Quel rapport à l'argent aura un être humain, un jeune homme ou un homme qui a grandi dans la mendicité? Alhamdulillah, Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous explique que la main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. Dans quel sens? Il faut nous créer des opportunités pour être ceux qui pourront aider. Et si on veut vraiment protéger les enfants, eh bien ce n'est pas en fermant les daras. Loin de là. Si on veut vraiment protéger les enfants, c'est en trouvant des solutions qui soient viables et qui vont alimenter ces projets. Les politiques bulldozers qui veulent tout raser sans même savoir exactement par quoi ils vont remplacer, ce sont des politiques de destruction et non pas des politiques de construction. La notion de responsabilité est essentielle. D'ailleurs, pour cela, nous allons retourner au terme arabe qui nous dit qu'est-ce qu'un responsable. Un responsable en arabe se dit mas'oul,
Mas'oul, linguistiquement parlant, cela signifie celui auquel nous allons poser des questions. On nous posera des questions en termes de responsabilité dans cette vie d'ici-bas, vis-à-vis de tout un tas d'éléments, de dimensions de nos vies, que ce soit aussi bien familial que professionnel qu'économique, mais aussi au jour du jugement devant notre Seigneur. Donc toute responsabilité implique un questionnement devant Allah subhanahu wa ta'ala. Par rapport à l'éducation, on va essayer aussi de revenir au terme arabe, parce qu'en tant que musulmans, nous retournons toujours à un concept de base, qui est celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné dans le Coran et dans la Sunna tous les éléments de réflexion, d'analyse et de réussite, Inch'Allah. On parle de la précarité scolaire, d'accord? On parle également de l'éducation morale et religieuse des enfants. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, l'État a beaucoup de difficultés pour contenir les madrasas informels, parce que la population a besoin d'éduquer ses enfants. Donc des structures comme Amana sont là pour dire que c'est bien possible qu'un enfant puisse être pris en charge dans les conditions qu'il faut, en respectant les exigences de l'État. Par exemple, un enfant à 6 ans doit pouvoir être scolarisé à l'école, mais également qui a la ferme intention de dire que c'est possible que ces mêmes enfants, tout en allant à l'école, puissent bénéficier justement de l'enseignement religieux, moral et spirituel dont il a besoin. Alimenter uniquement le côté intellectuel d'une personne fera de lui un bon produit de la société, mais ne fera pas de lui un être humain soumis à son Seigneur, équilibré. Parce que la nourriture de l'esprit se compose de 2 éléments. Bien sûr la matière intellectuelle, mais aussi la matière spirituelle. Donc, quand nous parlons d'éducation réelle, c'est une éducation des âmes, des cœurs, et aussi l'éducation des intelligences et de la conscience. C'est le but, par exemple, de Amana, de prouver que c'est possible qu'un enfant, entre 6 et 12 ans, fasse l'école primaire et que durant cette période-là même, qu'il soit hafiz du Coran et dispose d'une bonne tarbiya. L'idée donc, c'est de dire que si on a pu le faire pour une école, Amana, qui a commencé avec 12 enfants, qui aujourd'hui en a 200, c'est que c'est possible de pouvoir le faire pour toutes les madrasas informelles et non formelles. Et c'est un peu le sujet sur lequel nous intervenons au quotidien. Nous sommes tous des Banu Adam, tous des fils et des filles d'Adam, et quand on dit Banu Adam, cela englobe bien évidemment les hommes et les femmes. Eh bien, le terme Ibn en arabe, écoutez bien de quelle racine sémantique vient-il. Il vient de Bana Yabni, qui signifie construire. Cette simple chose devrait, nous, en tant que musulmans, nous frapper et nous rappeler que non seulement nous avons une responsabilité, que nous avons une méthodologie à avoir qui est celle de l'éducation des âmes et des consciences et des intelligences, effectivement, et que c'est à travers nos enfants, à travers cette éducation que nous allons donner, qu'on va pouvoir construire un futur qui sera radieux, Inch'Allah ta'ala. Responsabilité, stratégie et intelligence dans l'éducation, et enfin, un futur éclatant et lumineux, Ya Rabbal Alamin. Parmi les fruits que va prendre cet enfant qui sera dans la Dara, il y a en fait un certain nombre de dimensions. La dimension religieuse, la dimension sociale, la dimension économique et la dimension de sa personnalité et l'enseignement de l'humilité. Au niveau de la dimension du religieux, c'est un enfant qui va apprendre que l'islam est fait d'éléments dogmatiques, de croyances effectivement, mais aussi d'actes. Et très tôt, les enfants comprennent qu'on ne peut pas prétendre avec sa bouche sans rien faire avec ses mains. Mashallah, tabarakallah. La dimension sociale, c'est une dimension qui forge des travailleurs. Des gens qui ont l'habitude de se lever tous les jours, tabarakallah, à 5 heures du matin. Ces gens-là, qui travaillent toute la journée, qui vont mémoriser toute la journée, qui vont apprendre les sciences. Et quand on le voit avec des modèles comme Amana, à la fois les éléments de mémorisation du Coran et aussi les sciences profanes, les matières essentielles à la construction de l'intelligence aussi. Puis ensuite, le soir, retourner encore au Coran et y retourner. Ça forme des travailleurs, ça forme des gens
qui ont une véritable volonté. Deuxième élément dans cette dimension sociale, c'est que les éléments apprennent qu'il y a plus de devoirs que de droits. Ça forge des générations qui potentiellement peuvent se consacrer corps et âme à des causes. Parce que si on attend toujours nos droits et qu'on ne donne pas les devoirs qu'on porte, c'est là où les sociétés ont tendance à partir à la dérive. Il faut se rendre compte qu'on est en train de prendre le train en marche. Un enfant qui a 15 ans, 12, 13 ans, il est déjà victime d'échecs scolaires. Donc il y a un travail de qualification à lui donner, de la formation professionnelle, etc. Mais il ne faut pas que les enfants de 6, 7 ans soient victimes comme lui. Donc le plus tôt possible, il faut intervenir pour les mettre dans le schéma de l'école, mais également, comme je disais, répondre aux besoins de la population, de leur donner cette éducation religieuse et spirituelle. Donc c'est un peu le but de ces types de structures qui sont effectivement des madrasas, des écoles, des lieux d'enseignement où l'enfant apprend sa religion, apprend le civisme, mais également apprend tout ce qu'il doit apprendre à l'école primaire, le collège ou le lycée. Tous les enfants qui sont dans la dara ne finiront pas imam ou enseignant. Et vous savez quoi? On n'a pas besoin que tout le monde soit imam ou enseignant. On parle ici d'enfants qui vont se lever à 5 heures du matin, qui vont mémoriser le Coran, qui vont comprendre toutes les valeurs dont je vous ai parlé juste avant et dont les frères vous ont parlé juste avant, et qui vont pouvoir les retransmettre dans la société, à tous les niveaux de la société et dans tout type de travail. En fait, nous ne sommes pas en train de parler simplement de préparer des imams et des enseignants, mais nous parlons d'une élévation globale de la société par une élévation globale de la piété de ses composantes, masha'Allah. Attention. Repos. Attention. Attendez. Le plus tôt possible, on prend en charge l'enfant pour que plus tard, il soit utile à sa société. Donc imaginez un enfant qui est bien équilibré, un enfant qui connaît son rôle de mukallaf, donc de citoyen musulman responsable de ce qui se passe autour de lui, de sa société, de sa famille, qui travaille pour sa société, son pays. Lol, moi, esprit de groupe. Esprit de groupe, moi, dans ma classe, nous, de français. Je suis en classe de français, je suis bien en français, mais j'ai un frère ou une sœur qui a un problème. Je vais l'aider pour que nous comprendre lolo. Esprit de groupe, moi, donc, si quelqu'un ne comprend pas, on ne se moque pas de lui. On enlève le culte du moi pour mettre en avant l'élévation du nous. Une véritable dimension sociétale et une véritable dimension d'élévation globale, masha'Allah. Si vous pensez que l'éducation coûte cher, il faut essayer l'ignorance, comme disait Lincoln. Parce que c'est cette ignorance qui fait que demain, on produit un enfant qu'il va falloir prendre en charge dans la société. Et on se rendra compte que c'est bien plus cher. Donc autant investir dans ce modèle de développement. Quand l'État ne pourra pas seul faire tout ce noble travail, il va falloir que les acteurs comme Amana, comme d'autres associations se mettent à l'œuvre aux côtés de l'État pour un modèle de développement éducationnel qui fasse que demain, le Sénégal, l'Afrique, les pays qui sont victimes de ces précarités scolaires puissent comprendre l'enjeu de mettre le paquet sur l'éducation. Mor nous a bien expliqué la différence entre le système formel, informel et non formel. C'est la complexité de ce contexte dont il est important de prendre connaissance. Il s'agit ici de vous donner les clés de compréhension pour que vous puissiez mieux saisir les enjeux des projets éducatifs. Ces projets éducatifs ont un réel but civilisationnel, passer d'un contexte d'urgence à un contexte de développement durable qui construira la société de demain. Allah